Je suis Patrice Côté, je suis coordinateur du pôle Habitat, Architecture et Urbanisme de ce groupement Centrale Énergie. D'une façon générale, nous organisons souvent des conférences qui montrent des opérations pilotes ou des très belles réalisations. Cette fois-ci, nous avons voulu, sur un des deux conférenciers, vous faire part de ce qui se passe dans la réalité de l'existant. Comme dit Monsieur Lapalisse, 100% des bâtiments qui produisent du CO2 sont des bâtiments construits aujourd'hui, pas ceux de demain. Donc c'est intéressant de voir ce qui se prépare de ce côté-là. Alors 40% des gaz à effet de serre produits en France viennent du secteur du bâtiment, donc c'est quand même un très gros enjeu. Donc nous avons fait venir Antoine Desbarrières pour vous parler de ça. Donc Antoine est un camarade de 85, un jeune par rapport à moi. Il a commencé sa carrière chez Bouygues Construction en conducteur de travaux. C'est pour dire que donc il connaît bien la problématique du bâtiment. Il l'a tâté de près. Il a été directeur de travaux chez Guérat Tarcy. Il a été directeur général adjoint de Deselus Construction, puis directeur général de CCB du Félite. Et depuis 2002, il est directeur de Qualitel et président de Cercal. Donc il a le gros avantage d'avoir eu les pieds dans le béton et dans le second œuvre. Et depuis 8 ans maintenant, donc il est chez Cercal, dans lequel il voit tous les aspects de la rénovation et du neuf, aussi bien en tant que évolution des normes actuelles ou opération de rénovation. Donc je laisse la parole à Antoine et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Patrice. Alors, je crois que je vais me mettre debout, ça sera peut-être plus agréable pour vous, plus facile pour moi aussi. Bien, donc bonsoir à tous, je suis très, très honoré d'être ici ce soir pour effectivement vous parler de la rénovation énergétique au travers de la certification du logement qui est l'activité qui est la mienne depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Donc Patrice vous parlait de Qualitel tout à l'heure, que je dirige donc, depuis 2002. Donc petite introduction tout d'abord sur ce qu'est Qualitel. Qualitel, c'est une association qui a pour objet de promouvoir et valoriser la qualité du logement, qui a été créée en 1974 à l'initiative des pouvoirs publics, avec comme objectif de se doter d'un outil d'évaluation de la qualité des logements sociaux et des logements sociaux neufs à l'époque. Depuis, cette association a largement évolué et elle a la particularité de regrouper en son sein en fait tous ceux qui de près ou de loin sont intéressés à justement cette qualité du logement. En premier lieu, les bénéficiaires très directement de tout cela, c'est-à-dire les consommateurs. En second lieu, ceux qui vont proposer le logement justement aux particuliers, donc qu'ils soient bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, ou qui vont contribuer à leur financement, caisse des dépôts par exemple, banques. En troisième lieu, ceux qui vont construire, contribuer à leur construction, leur rénovation, donc les architectes, les entreprises, les bureaux d'études, les contrôleurs techniques. Et puis en dernier lieu, l'État, qui était sur le berceau de l'association au tout début, les collectivités publiques plus récemment, puisque c'est à elles maintenant que sont dévolues une bonne partie de la politique du logement en France, et du moins son financement. Et puis d'autres organismes qui concourent de près ou de loin à la qualité du logement, l'ANA, l'ADEME, le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. Alors je vais peut-être utiliser des sigles, donc je vais essayer d'arrêter parce que ils vous sont peut-être pas très familiers. Donc l'ADEME, je pense que vous connaissez, l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Voilà, donc pour ce qui est de Qualitel, et donc Qualitel aujourd'hui, ce sont 150 personnes
Ce sont 250 experts sur l'ensemble du territoire, et Patrice Cotet qui m'a introduit tout à l'heure en fait partie d'ailleurs, donc qui évalue la qualité des logements au sens large du terme. Et puis ce sont un peu plus de 2 millions de logements qui ont été étudiés depuis 1974. Concrètement, l'association Qualitel agit maintenant au travers de filiales de certification, dont la principale Cercal et sa petite sœur Cercal Patrimoine. Et c'est plutôt d'elle dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on parle plutôt de rénovation, et donc c'est celle-là qui agit aujourd'hui sur l'habitat ancien. Voilà, autre volet de Qualitel sur lequel je ne m'étendrai pas trop, encore qu'un tout petit peu quand même, c'est le côté informer le grand public. Donc Qualitel n'agit pas que par la certification, mais agit aussi sur une information du grand public, pas forcément au travers de ce qu'est la certification. Donc justement, ce volet information du grand public, vous en avez quelques témoignages à l'écran, c'est de l'Internet, ce sont des documents destinés aux plus jeunes, par exemple les incollables, une version des incollables sur le geste vert, comment bien se comporter dans un logement écologique, entre guillemets. Ce sont des présences dans les salons immobiliers, ce sont... Vous savez, la petite mascotte que vous voyez en bas à droite, c'est aussi un outil de communication pour rendre les choses plus simples pour le grand public. Et vous allez voir dans l'exposé que je vais faire que ça peut paraître, c'est un peu compliqué quand même la certification. Donc quand on veut que le particulier puisse en bénéficier, il faut lui expliquer les choses simplement. Et puis tout dernièrement, c'est ce qui apparaît en bas à droite à l'écran, c'est un outil qu'on va mettre à disposition des acquéreurs de logements neufs certifiés qui s'appelle Gisèle, pour guide d'information sur les équipements du logement et leur entretien, et qui a pour vocation via un site extranet ou un CD-ROM, de permettre aux particuliers qui acquièrent un logement d'avoir finalement la même chose que le manuel qu'il va recevoir avec son véhicule neuf, automobile neuf. Et là, on est dans le logement. Et on a ce guide qui est fait à façon en fonction des équipements qui effectivement vont être mis en œuvre dans l'opération. Donc la bonne chaudière, le bon régulateur, les bonnes bouches de ventilation, etc. Donc voilà le côté information. Et donc l'essentiel de l'activité de Qualitel, c'est la certification. Donc quelques mots sur ce terme de certification. Certification label d'ailleurs, hein, je reviendrai dessus après, mais fondamentalement il est bon de savoir qu'on agit là dans un cadre qui est un cadre légal, qui est celui du Code de la consommation, et plus précisément, vous avez la définition qui apparaît à l'écran, il s'agit pour la certification d'une intervention par un organisme impartial qui va attester à la demande du prestataire, donc celui qui en l'occurrence pour nous va construire ou rénover un logement, que ce logement est conforme à des caractéristiques qui sont décrites dans un référentiel. Ce référentiel faisant donc l'objet de contrôle, ce qui nous permet donc d'attester de cette conformité. Alors le référentiel de certification, il doit obligatoirement être réalisé et établi de façon consensuelle entre toutes les parties concernées. Donc on retrouve le principe de la normalisation de façon un peu plus légère, on enlève tous les aspects d'enquête aussi large que possible, mais on est sur les mêmes principes avec cette obligation du Code de la consommation, donc de recueillir le consensus sur le référentiel d'exigence, de certification. Et puis, deuxième élément essentiel, c'est l'accréditation dont doivent faire l'objet les organismes de certification. Donc, un organisme de certification en France est contrôlé strictement par le COFRAC, et il doit respecter les exigences d'une norme, la norme EN 45011, qui veille à son impartialité, à son indépendance, et donc au respect d'un certain nombre de procédures sur le contrôle, sur la prise en compte des réclamations éventuellement du consommateur qui est le bénéficiaire de tout dispositif.
Voilà, donc nous agissons dans ce cadre, et par la définition qu'on voit là, on voit donc le côté impartial, le côté référentiel consensuel, donc capitalisation sur les bonnes pratiques, hein, que tout le monde met sur la table pour aboutir au référentiel. On voit le côté évaluation, donc outil de mesure. La certification, c'est un outil de mesure. Il y a aussi effectivement là une demande au départ qui est une demande volontaire de la part du promoteur, du propriétaire immobilier en l'occurrence par exemple, et donc la volonté de valoriser un bien, de valoriser une construction. Hein, donc on est dans une démarche qui peut être commerciale, c'est-à-dire que le demandeur de la certification peut vouloir l'utiliser pour mettre en avant un certain nombre de caractéristiques. Voilà, donc c'est dans ce cadre que nous intervenons. Alors, Qualitel, donc historiquement, voilà, depuis 1974, en France, c'est le seul organisme qui couvre le logement et sur une approche dite multicritère de la qualité du logement. Donc le logement neuf, le logement existant, au travers d'un certain nombre de marques de certification. Ce sont les logos là qui les représentent. Chaque marque étant dans le dispositif lié à certains types de logements. Donc dans le logement neuf, une première marque qui s'appelle Qualitel, qui concerne plutôt des critères de qualité, de confort, de maîtrise des charges, qui est la plus ancienne. Une marque qui est plus récente, qui s'appelle Habitat Environnement, plus récente, 2003 en fait, hein, qui concerne la qualité environnementale des logements et qui est directement inspirée de ce que certains d'entre vous connaissent vraisemblablement, qui est la démarche HQE, pour haute qualité environnementale. D'autres marques qui sont les marques NF que nous délivrons avec AFNOR Certification, NF Logement, NF Maison Individuelle, avec la déclinaison haute qualité environnementale, qui sont dédiées soit à la maison individuelle, soit à la promotion immobilière. Donc, qui sont des certifications qui concernent à la fois la qualité des logements, mais aussi qui concernent les services apportés à l'acquéreur ou au particulier qui fait construire sa maison. Donc ça, c'est pour le neuf. Et puis pour l'ancien, et de façon plus récente, puisque le sujet n'a émergé chez nous que depuis 2005, en fait, deux grandes familles, les certifications patrimoine habitat et environnement, dont je vais plutôt parler aujourd'hui, qui concernent l'habitat collectif ou l'individuel groupé. Et puis la certification NF Maison Rénovée, qui est toute neuve, là, qui concerne la maison individuelle en diffus et que nous venons de lancer au mois de septembre 2009. Et donc c'est plutôt sur ce volet de patrimoine habitat environnement que je vais centrer mon exposé aujourd'hui. Alors, le sujet du jour, c'est l'énergie et certification. Bon, Patrice l'a dit tout à l'heure, encore que je crois qu'il a inversé les chiffres, mais bon, le sujet est essentiel sur l'énergie dans le bâtiment, puisque c'est 45% des consommations et 22% des émissions de gaz à effet de serre. Il est d'autant plus que effectivement le parc existant, vous savez, vous savez pas d'ailleurs, mais c'est 31 millions de résidents, de logements. Sur ces 31 millions, on peut dire que c'est grosso modo moitié-moitié entre l'individuel et le collectif. Et l'enjeu est effectivement sur ce parc existant, puisqu'on construit, bon an mal an, 300 400 000 logements par an, donc le flux est très faible par rapport à ce qui existe. Donc comment améliorer le sujet sur un tel volume, premièrement. Et nous verrons tout à l'heure que le champ que nous couvrons pour l'instant avec ce dont je vais vous faire part ne concerne qu'une petite partie de ces 31 millions de logements, puisque pour l'instant nous n'avons opéré que sur le logement social, qui lui représente grosso modo 4 millions de logements.
Alors, par rapport aux différentes marques de qualité dont j'ai parlé tout à l'heure, le critère énergétique, de tout temps, ça a été un critère obligatoire. En fait, si vous avez repéré la date de création de Qualitel, 74, donc on est au premier choc pétrolier, et puis donc les évolutions ensuite ont suivi le mouvement des autres chocs pétroliers et des réglementations thermiques mises en place par la France, et plus récemment la politique européenne qui s'impose à nous. Et donc au travers de nos certifications en général, là je parle plutôt dans le neuf, nous déclinons dans les certifications l'ensemble des labels énergétiques qui sont définis par l'État, qui sont donc des niveaux de performance qui vont anticiper, qui vont au-delà des niveaux stricts de la réglementation thermique du moment. Et donc si on est dans le neuf, celle qui s'applique aujourd'hui, c'est la réglementation thermique 2005. Et les labels aujourd'hui existants par rapport à ça sont les labels HPE, HPE-NR, donc haute performance énergétique, énergie renouvelable, THPE, donc pour très haute performance énergétique et avec un volet énergie renouvelable, et puis le bâtiment basse consommation, BBC, avec l'association Effinergie. Alors j'avais prévu de faire un petit focus sur les labels énergétiques. Je ne sais pas si c'est opportun d'aller trop dans le détail, donc n'hésitez pas à réagir. Je vais peut-être le survoler, et puis si vous voulez avoir plus de précision, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc je commence par le neuf, parce que même si on veut parler de rénovation, c'est quand même bien d'avoir ce repère, d'autant que c'est ce qui oriente finalement les méthodes de calcul qui sont aujourd'hui utilisées, les calculs thermiques qui sont utilisés dans la rénovation. Donc l'échelle qui apparaît en haut de l'écran figure l'échelle de progression ou d'amélioration par rapport au niveau réglementaire, donc qui lui-même, le niveau RT 2005, était le niveau de la réglementation 2000 amélioré de 15%. Donc là, on voit bien la progression. Donc le niveau HPE et le niveau HPE-ENR sont à 10% d'amélioration par rapport au niveau réglementaire. Le niveau THPE à 20%, le niveau THPE-ENR à 30%. Et première nouveauté par rapport à ces labels, c'est que le niveau bâtiment basse consommation Effinergie et lui, non plus en amélioration relative par rapport à un niveau réglementaire, mais à un niveau de valeur absolue de consommation. Alors, sur les premiers labels, HPE, HPE-NR, THPE, etc., en fait, on fait référence effectivement à un niveau de consommation de référence qui n'implique pas nécessairement un niveau de valeur absolue de consommation. Ça, c'est la façon dont la réglementation aujourd'hui s'applique. Pour autant, par rapport à chacun de ces labels, par rapport aux zones climatiques, donc ça c'est pas forcément très visible. Sur la droite de l'écran apparaît un petit tableau qui nous indique que selon les zones climatiques en France, j'ai une carte juste après qui vous les repérera, selon la nature également de l'énergie utilisée pour le chauffage, selon qu'on est en énergie fossile ou qu'on est en effet Joule, un niveau de consommation en valeur absolue maximum ne doit pas être dépassé pour obtenir ces labels énergétiques qui vont, donc je le rappelle, en amélioration de la performance énergétique. Et donc, très concrètement, dans le neuf aujourd'hui, les labels, alors là on est donc sur les niveaux de base, et les labels doivent s'améliorer de 10 ou 20% par rapport à ces niveaux. On est sur des valeurs qui sont sur le fossile entre 80 et 130 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Alors uniquement pour 3 usages, chauffage, eau chaude et refroidissement. Pour l'électrique, on est entre 130 et 250. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un bâtiment réglementaire peut tout à fait se situer en valeur absolue des niveaux de consommation qui sont supérieurs à 250 kWh, de cet ordre-là.
Voilà, ça c'est la donnée aujourd'hui réglementaire dans le neuf. Donc les zones climatiques qui apparaissent à l'écran, donc H1, H2, H3, couronne méditerranéenne. Un focus sur le label BBC Finergie dans le neuf, puisque c'est celui qui préfigure le niveau réglementaire de l'ART 2012, réglementation qui s'appliquera dans le logement neuf pour les bâtiments dont les permis de construire seront déposés au 1er janvier 2013. Donc là, le principe est plus simple, puisque, si je peux dire, l'exigence du label énergétique, c'est 50 kWh par an par mètre carré, quel que soit le type d'énergie. On va toutefois pondérer, en fonction de la zone climatique, d'un coefficient qui peut varier de 0,8 à 1,3, et puis qu'on va toutefois aussi pondérer d'un coefficient qui peut aller de 0 à 0,2 sur l'altitude. Donc on est grosso modo entre 40 dans le 40 kWh dans le meilleur des cas et 75 kWh dans le pire des cas. Donc kWh par an par mètre carré, énergie primaire, eau chaude, chauffage, refroidissement, auxiliaire de ventilation et éclairage. Donc voilà le niveau du label énergétique dans le neuf aujourd'hui, le label BBC et Finergie. Alors, avec quelques corrections près, une particularité qui est très forte aujourd'hui aussi par rapport à ça, qui est très nouvelle, qui l'est moins par rapport à ce qui se fait, j'en dirai quelques mots, mais je pense que M. Bénard, qui parlera tout à l'heure, en parlera également. Ce qui se fait en Allemagne ou en Suisse, première en France, donc c'est l'imposition par rapport à ce label énergétique, les mesures de perméabilité à l'air. Et ça, c'est une grande nouveauté, puisqu'il n'y avait pas aujourd'hui d'exigence particulière. Une valeur était prise en compte sur le calcul thermique, sans pour autant qu'il y ait de contrôle sur ce point. Donc aujourd'hui, il y a un contrôle obligatoire, premièrement, et deuxièmement, il y a des valeurs à respecter. 0,6 m3 par heure par mètre carré en maison et 1 m3 en logement collectif. Alors, on est dans le neuf, n'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite, si des choses ne sont pas claires. Passons à l'ancien. Donc, dans l'ancien, ces labels énergétiques se déclinent finalement depuis très peu de temps, puisque l'arrêté date de 2 mois à peine. Et donc on décline le sujet aussi dans l'ancien, uniquement avec 2 niveaux, qui sont des niveaux dits HPE rénovation et BBC et Finergie rénovation. Et il se décline par rapport à la réglementation thermique globale qui s'applique à l'existant. Je reviendrai dessus peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Donc on retrouve dans l'ancien le même principe de zone climatique, le même principe de pondération. Et là, ce sont les mêmes coefficients, on a de la chance. À noter que la pondération s'applique au niveau HPE, rénovation, dont la valeur pivot est de 150 kWh par an par mètre carré, et au niveau BBC Finergie rénovation, dont là, la valeur pivot n'est plus de 50, mais de 80 kWh par an par mètre carré. Concrètement, ça veut dire que, de la même façon, compte tenu des coefficients, un HPE, on peut être HPE rénovation dans l'ancien avec un niveau de 225 kWh par an par mètre carré. Donc voilà les labels qui permettent, au-delà d'un niveau strictement réglementaire, de positionner un bâtiment en amélioration par rapport à ce niveau réglementaire. Ces labels, nécessairement, doivent être délivrés par des organismes de certification, c'est pour ça que j'en parle forcément, qui sont accrédités, d'une part, et qui ont passé une convention avec l'État.
Donc aujourd'hui, les organismes susceptibles de les délivrer sont assez limités en nombre. Au-delà de Qualitel et de ses filiales, un autre organisme en France peut être amené à le faire pour le logement, c'est Promotélic. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de certifications. À noter que dans le neuf, les certifications environnementales imposent toutes aujourd'hui au minimum un niveau de très haute performance énergétique. Voilà, et je l'ai dit aussi tout à l'heure en introduction, au-delà de ces aspects strictement énergétiques, le fondement de l'approche que nous avons en tout cas chez Qualitel, et qui est fortement soutenu par les consommateurs qui siègent dans notre association, c'est bien d'avoir une approche multicritère de la qualité. Alors pourquoi cette approche multicritère? C'est beaucoup de bon sens, somme toute. Mais c'est voilà, la qualité, plus généralement la qualité environnementale d'un bâtiment ou d'un logement s'apprécie pas uniquement sous l'angle énergétique ou sous l'angle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est l'élément essentiel, mais c'est pas le seul. Et l'attente de l'occupant, son appréciation de la qualité du logement se fait par des critères de confort acoustique, des critères de qualité de l'air qu'on peut être amené à respirer dans le logement, des critères d'usage. Voilà, donc on est d'accessibilité par exemple, des critères d'économie. Bon, donc on est sur d'autres sujets. C'est encore plus vrai pour les bâtiments existants qui sont majoritairement non couverts par des exigences réglementaires. En rénovation, le sujet est encore plus essentiel. La rénovation d'un bâtiment énergétique qui tend vers la basse consommation, donc il va tendre à une étanchéité du bâtiment, une isolation très forte, va avoir des effets négatifs sur le confort acoustique, sur la qualité de l'air dans le logement. Donc il est nécessaire de s'intéresser à l'ensemble de ces critères. Et puis ça l'est également, au-delà de cet aspect technique, sur le plan financier. Inutile de s'attaquer à la rénovation énergétique seule d'un bâtiment, d'une maison, si, pour faire simple, si cette maison a des fondations inadaptées ou si l'état de la structure est tellement dégradé qu'il n'y a pas lieu de la rénover. Donc, il y a des cas où ça paraît évident, et des cas où ça ne le paraît pas. Donc il faut bien avoir une approche globale et multicritère du sujet. Voilà, j'ai parlé des autres labels tout à l'heure. Donc le Promotelec, donc pour le logement en France, qui délivre des labels strictement énergétiques, donc dans le cadre du Code de la consommation, donc sous accréditation, qui peut délivrer les labels dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis les labels énergétiques également qui nous viennent de Suisse et d'Allemagne, donc avec des niveaux de performance qui sont un peu différents sur des échelles qui ne sont pas forcément comparables. Donc Énergie en Suisse et Passive House en Allemagne, mais qui ont une longueur d'avance par rapport aux démarches françaises, très clairement avec des approches plus passives pour le Passive House sur le chauffage, plus global pour Énergie, à la fois dans le neuf et la rénovation. Voilà, juste quelques mots pour finir sur cette longue introduction, mais qui me semblait importante de faire. Par rapport à l'ensemble des certifications dont on a parlé tout à l'heure, dans le neuf, 40% des logements en collectif et groupé font l'objet d'une demande de certification. Et 70%, c'est même plus que 70% en Ile-de-France. À noter aussi que par rapport à ces demandes dans le neuf, 90% aujourd'hui des demandes font l'objet d'un label énergétique et 20% font l'objet d'un niveau bâtiment basse consommation et énergie. Donc on voit bien une poussée très forte, un engagement très fort de la maîtrise d'ouvrage dans la construction sur les bâtiments à basse consommation. Quelques chiffres également, enfin plutôt au travers de ce diagramme, qui montrent la progression et le nombre de logements qui tous les ans font l'objet de demandes de certification. Donc là on est, ça traduit plus finalement
la volonté de certains maîtres d'ouvrage, la prescription des collectivités territoriales qui veulent s'assurer de niveau de performance pour les bâtiments construits ou rénovés, puisqu'ils apparaissent également dans ce diagramme. Alors, j'en viens à la rénovation. Pardon ? La certification, vous la faites sur quoi? Sur plan, ou elle est faite aussi quand le bâtiment est construit, sur la réalité de ce qui est construit? Les deux. Les deux, essentiellement sur la conception et sur la réalisation en contrôle de conformité. J'y reviens après dans l'exposé. Alors, sur l'habitat existant, donc, nous avons travaillé avec l'ANA, dont je parlais tout à l'heure, avec la DHUP, donc c'est la direction Habitat, Urbanisme et Paysage du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la mer, l'ADEME. Notre approche concerne les bâtiments, donc l'exposé que je ferai ensuite au niveau statistique d'ailleurs, les premiers retours, concernent donc des bâtiments de plus de 10 ans. On est en collectif et groupé. Nous avons également une approche technique qui concerne l'ensemble du bâtiment, qui fera l'objet normalement d'une réhabilitation, mais on n'est pas dans une approche d'un logement spécifique dans le bâtiment, c'est bien une approche globale qui est faite uniquement. Ce qui veut dire que la population aujourd'hui, telle que qui entre dans le champ des certifications, n'est majoritairement qu'une population de propriétaires bailleurs, et donc essentiellement des bailleurs institutionnels et plus particulièrement les bailleurs sociaux. Les évolutions qui sont donc déjà intégrées d'ailleurs, c'est au-delà du champ du logement, les foyers, le logement étudiant, etc. Donc ça c'est plus récent. De façon un peu plus structurelle et plus complexe, et là c'est tout nouveau, c'est la maison individuelle en diffus. J'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure, où l'approche méthodologique est un peu différente. S'il nous reste du temps, je peux vous en dire un mot si vous le souhaitez. Et puis la copropriété au mois de mai de cette année, où là on doit s'adapter justement au cas particulier du bâtiment en copropriété, donc avec les parties communes d'une part et les parties privatives d'autre part, où on peut très bien imaginer que ça sera même vraisemblablement souvent le cas, dans un bâtiment, certains copropriétaires ne souhaiteront pas faire de travaux, pas faire de travaux chez eux en particulier, la copropriété souhaitant, pourquoi pas, engager des travaux sur l'ensemble du bâtiment. Donc là, c'est plutôt l'aspect juridique finalement qui rend la chose un petit peu particulière. Mais la copropriété, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est grosso modo 6 millions de logements. Donc ça veut dire que c'est un champ qui est plus important que celui dont je vais parler dans l'immédiat en termes d'enjeux pour la société. Donc le principe de certification, finalement, par rapport à l'habitat existant, il se fait en deux temps. Un premier temps qui est un diagnostic préalable que nous appelons bilan patrimoine habitat, et puis un deuxième temps qui sont les certifications, les deux marques dont j'ai parlé tout à l'heure, patrimoine habitat et puis la déclinaison sur l'environnement. Alors un focus sur le diagnostic qui est fait, donc ce sont des choses très rationnelles on va dire, à la fois un bilan technique, donc examen des lieux, visite sur site du bâtiment avec une évaluation des principaux constituants et des grandes fonctionnalités, thermique, acoustique, etc. Et puis un bilan documentaire vis-à-vis des obligations réglementaires ou de la maintenance qui a pu être faite ou pas faite d'ailleurs sur le bâtiment. Par rapport à ce bilan, nous allons faire une évaluation graduée en ABCD. A, donc le plus haut, sur la droite de l'écran, c'est l'état neuf proche du neuf avec une fonctionnalité qui est remplie, le cas échéant. D, c'est l'état le plus mauvais, on va dire, où le bâtiment et la fonction n'est pas remplie, où le constituant, un garde-corps par exemple, est obsolète, il est branlant,
ce qu'on peut imaginer. Donc l'examen, on va dire, c'est une radiographie. C'est-à-dire que il n'y a pas de contrôle destructif. C'est une approche qui est faite par échantillonnage, donc l'ensemble des parties communes, une partie des logements seulement, 5 à 10%. Et on va synthétiser cet examen au travers de la fiche qui apparaît volontairement brouillée sur la droite, et qui va permettre donc aux propriétaires de l'immeuble d'avoir une vision synthétique sur les grandes fonctionnalités, sur les constituants dont je parlais tout à l'heure, de la proportion de logements qui se situent, ou des parties communes qui se situent en A, en B, en C ou en D. Et clairement, tout ce qui est en C ou en D devra faire l'objet d'améliorations si on veut franchir les niveaux minimum de la certification. Au-delà de cet état initial, est également fait, le cas échéant, une évaluation de la performance énergétique du bâtiment en l'état, sur le principe aujourd'hui de la méthode du DPE, diagnostic de performance énergétique, donc qui est une approche assez basique, sommaire, j'allais dire, mais voilà, assez basique de la performance énergétique du bâtiment. Ensuite, donc, la partie certification, et donc là, il s'agit d'évaluer un bâtiment par rapport en l'état, c'est très rare, mais par rapport plutôt à un programme de réhabilitation et d'amélioration sur un certain nombre de critères qui apparaissent à l'écran. Il y a 2 codes couleurs par rapport à chacun de ces critères, ces grands thèmes et les grands domaines. Tout ce qui est en rouge concerne la certification dite de base exclusivement, donc ce qu'on appelle patrimoine habitat. Ce qui est en vert sont les thèmes qui doivent obligatoirement être satisfaits sur la certification dite environnementale. Donc on retrouve tout ce qui concerne l'organisation, le management du projet par le propriétaire, le bailleur en l'occurrence, l'information qui va être faite aux occupants avant, mais après surtout, c'est-à-dire qu'un bâtiment réhabilité, surtout sur l'angle environnemental, il faut que l'habitant sache se servir et bien utiliser les améliorations qui ont pu être faites le cas échéant. Un deuxième sujet, et je le rappelle, on est en approche globale et multicritère, c'est la sécurité incendie et la santé. On est là majoritairement en immeuble collectif, et la problématique de sécurité incendie est essentielle, et alors elle l'est encore plus pour le propriétaire bailleur, puisqu'il a souvent une responsabilité, pénale le cas échéant par rapport à ça. Et donc là, je fais juste un petit aparté, mais nous avons contribué à faire en sorte que l'amélioration de la sécurité incendie puisse se faire au travers de ce référentiel, sans quoi aujourd'hui la plupart des maîtres d'ouvrage finalement préféraient ne rien faire et laisser les bâtiments en l'état, sachant que la réglementation aujourd'hui qui s'impose à un bâtiment est simplement celle de la date de construction de ce bâtiment. Ce qui est assez étonnant, mais c'est encore le cas. Voilà, qualité sanitaire du logement, concernant l'eau et l'air en l'occurrence, et puis accessibilité, qualité d'usage, où là on est sur des aspects d'accessibilité non seulement pour les handicaps sensoriels, physiques, mais aussi pour le vieillissement de la population, puisque c'est aussi un enjeu de notre société. Le troisième grand domaine, le clos couvert, les parties communes en termes d'équipement. Et puis le dernier grand domaine, notamment avec la performance énergétique, l'équipement technique des logements et le confort acoustique des logements. Je vais passer sur les aspects de thèmes obligés, pas obligés, de profil, etc., parce que c'est un peu compliqué, mais ceci dit, c'est quand même rendu nécessaire, parce que finalement... selon que tel ou tel thème va être choisi, ça a des impacts financiers importants pour le propriétaire immobilier, et donc le référentiel de certification doit s'adapter aussi au programme immobilier, aux capacités qu'ont les maîtres d'ouvrage. Le principe général, je vous demande juste de regarder la première ligne, c'est que chacun des thèmes qu'on a vu tout à l'heure est décomposé en rubriques. Il y a au total 21 rubriques
qui elles-mêmes sont une somme d'exigences, soit en termes de performance, soit parfois en termes descriptifs, parce qu'on n'a pas su faire autrement, avec un système de notation de 1 à 5. Pour être certifié, il faut au minimum atteindre la note 2 dans chacun des thèmes, dans chacune des rubriques. La note 2, ça consiste en général notamment à effacer tous les C et D qu'on a vus dans le bilan initial. Et puis, si on veut aller au-delà, eh bien, il y a les notes 3, 4 et 5 qui permettent de valoriser tout ça. Alors, un focus sur l'énergie. Donc, l'approche que nous faisons est une approche performantielle, en termes d'évaluation. On s'appuie sur deux textes aujourd'hui fondateurs qui sont les textes réglementaires. Réglementation dite élément par élément qui est le cas courant, on va dire. Et puis la réglementation globale dont je parlais tout à l'heure, qui s'applique uniquement pour les bâtiments de plus de 1000 m² de chaume, donc surface hors œuvre nette, dont la date d'achèvement est postérieure au 1er janvier 1948. Donc avant, pas d'obligation. Et pour lesquels le coût des travaux de rénovation thermique sur l'enveloppe, installation de chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage, va être supérieur à 25% de la valeur du bâtiment. Grosso modo, va dépasser 300 € par mètre carré. Donc, si on est au-delà de ces 1000 m² et de ces 300 € par mètre carré de travaux engagés sur grosso modo, l'amélioration de la performance énergétique, cette réglementation globale s'impose. Et en deux mots, elle est quasiment équivalente à la réglementation du neuf, avec des niveaux maximum de consommation à ne pas dépasser selon les zones climatiques. C'est le même tableau que celui qu'on a vu tout à l'heure. Dans le cadre de notre certification, quand on a cette approche, ce critère réglementaire, on peut délivrer les labels énergétiques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc 150 et 80 kWh, selon les cas, et puis on peut même aller plus loin sur des options de performance qui englobent d'autres critères. Quand le bâtiment n'est pas soumis à la réglementation élément par élément, nous pouvons qualifier le niveau de performance du bâtiment avec la méthode dont je parlais tout à l'heure, méthode 3CL utilisée dans le DPE, et donc le positionner sur l'étiquette, la fameuse étiquette énergie que on connaît maintenant, je pense, en sachant que dans tous les cas, aucun bâtiment peut être certifié s'il n'est pas minimum dans la classe E. Donc, aucun bâtiment ne peut être certifié sur la performance énergétique s'il n'est pas au minimum dans la classe D. Quand on est en réglementation thermique globale, donc là on a une règle stricte d'appliquer la réglementation, donc de la respecter, et puis le cas échéant de valoriser au-delà de ça la performance énergétique par les labels énergétiques à 150 et 80 dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, pour finir sur cette partie théorique, donc pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, là on est en rénovation, c'est grosso modo ce qu'on applique en général. Comment ça se passe la certification? Donc vous avez le cas type d'un programme de rénovation sur un bâtiment, les études préalables et le programme, la phase de conception, la réalisation et puis la réception. Donc le bilan dont j'ai parlé tout à l'heure se fait très en amont, idéalement, donc pour avoir effectivement une aide à la décision d'une part et puis une aide à la réalisation du programme, qui peut nécessiter un diagnostic détaillé plus approfondi qui sera fait par la maîtrise d'œuvre, le cas échéant dans la phase de conception. Ensuite, donc c'est ce qui apparaît en vert, qui vient d'apparaître en vert. Nous avons donc deux types d'évaluation. Une évaluation en termes de management donc du projet, pour veiller à la cohérence de ce qui va être fait par le propriétaire immobilier, sur le choix des intervenants, sur l'ordonnancement des travaux.
sur l'adéquation du programme, puis de la conception par rapport aux exigences de la certification. Et nous allons, nous, dans le même temps, en fait, nous accoler en fait, à tout le travail de conception aux phases d'avant-projet, sommaire ou détaillé, APS, APD, aux phases de projet et de dossier de consultation des entreprises. Donc c'est le moment où se constitue le descriptif des travaux par l'architecte, par la maîtrise d'œuvre. Donc là, nous faisons une nouvelle évaluation du projet en comparaison avec le référentiel de certification, avec à chaque fois, à ces stades, donc, un focus sur la performance énergétique, donc de l'existant dans un premier temps et puis futur en phase projet. Et puis, in fine, quand les contrats de travaux sont passés, donc sur le dossier tel qu'il va être réalisé, une évaluation dite définitive et une évaluation définitive également sur la performance énergétique. Et nous délivrons le certificat à ce moment. Donc le certificat est délivré sur la conception, donc sur dossier. Après déroulement des travaux, nous faisons un contrôle de conformité systématique, avec ou sans délivrance du DPE, c'est selon qu'on nous le demande ou pas. Mais il y a donc ce contrôle systématique qui est fait in fine. Alors, par rapport à tout ça, les constats maintenant de ce qu'on a observé depuis 2006. Donc 135 000 logements qui ont fait l'objet d'un bilan patrimoine habitat, 100 000 logements qui ont fait l'objet d'une demande de certification. Donc on voit la progression sur le diagramme en bas à droite sur les demandes. On arrive à des rythmes d'à peu près 30 000 logements par an. C'est, comme je le disais tout à l'heure, hein, les opérations sont à 97% des opérations de logement social, et on est dans du collectif à 98%. Donc la teneur du moins les éléments dont je vais vous faire part ensuite font partie de cet échantillon. Deuxième constat, par rapport aux deux certifications que j'ai très très rapidement décrites tout à l'heure, on est dans 40% des cas, 39 très exactement, sur la certification dite environnementale. C'est-à-dire que c'est là où on va plus loin dans la recherche de performance, notamment énergétique. Et donc, à l'inverse, 61% des cas dans une certification plus basique, où seule une rénovation, une amélioration globale du bâtiment a été vue, mais sans forcément prendre en compte l'enjeu environnemental et énergétique en particulier. Je rappelle qu'on a initié cette certification donc en 2005-2006. Donc les problématiques de l'époque n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Le Grenelle de l'environnement n'existait pas encore. Alors, si on rentre dans le détail ensuite des demandes, et si on fait un focus sur 2009, alors les codes couleurs pour vous situer, donc en partant de la gauche, ce qui est en bas des diagrammes, sont les proportions donc, entre la certification patrimoine habitat, donc basique, les patrimoines habitat et environnement, donc environnemental. Donc 2006, 2007, 2008, on voit la proportion grosso modo de 60-40. Et sur 2009, c'est là qu'on a commencé à décliner les labels énergétiques, donc à valoriser la performance énergétique. C'est pas forcément lisible du fond, je décrypte. On peut relever que déjà 24% des demandes de certification ont fait l'objet d'une option performance, c'est-à-dire au moins à 150 kWh par an par mètre carré, voire au-delà. Et sur le niveau Effinergie rénovation, donc à 80 kWh par an par mètre carré. Alors opération pilote parce que c'était en 2009 et que les labels officiellement n'existaient pas, mais on avait anticipé le sujet. On est à 11% des demandes. À titre indicatif, sur les 15 premiers jours de janvier 2010, c'est même pas les 15 premiers, c'est la première semaine de janvier 2010, sur une dizaine de demandes que nous avons reçues, 9 étaient au niveau BBC, Effinergie Rénovation. Donc on voit que la préoccupation énergétique prend une ampleur considérable chez la maîtrise d'ouvrage sociale, en l'occurrence en rénovation.
Il faut savoir qu'elle est quand même en cela très guidée, très orientée par le Grenelle de l'environnement et donc par le pouvoir public. Ensuite, donc, ça c'était les demandes. Donc, la certification elle est délivrée, vous avez vu dans le processus, elle est délivrée au terme de toute une phase de conception, donc souvent un an et demi après la demande. Donc aujourd'hui, seules 77 opérations sont certifiées. C'est plutôt sur ces saisons que je vous communiquerai des éléments statistiques, encore pas que. Et à noter aussi que ces demandes aujourd'hui se situent pour 75% en Île-de-France. Une raison essentielle étant l'engagement de la collectivité, de la région Île-de-France en particulier, et le soutien financier qu'elle apporte aux rénovations qui sont certifiées. Un bref rappel des thèmes. Pourquoi? Parce que je vais maintenant vous faire part des choix qui ont été faits par les maîtres d'ouvrage. Donc là, on est dans une démarche volontaire, hein, je le rappelle. Donc finalement, par rapport à l'ensemble des thèmes énergétiques, des thèmes de qualité qui apparaissent dans le référentiel, voilà quels sont les choix qui sont faits de façon volontaire par le propriétaire immobilier. On est là sur la certification dite de base, patrimoine habitat. Et en partant du haut, on voit que alors l'acoustique c'est 0%. Ça c'est très instructif. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui aujourd'hui est très compliqué à réaliser. Donc l'amélioration en l'occurrence du confort acoustique à des niveaux qui sont ceux de la réglementation du neuf aujourd'hui sont difficilement envisageables en réhabilitation. Sauf en rénovation lourde où on va tout casser et tout refaire. Et donc l'acoustique, ce critère est très peu choisi. Je préciserai quand même que pour 80% des gens, c'est le critère essentiel de confort dans un logement, plutôt le critère de gêne maximum que l'on peut avoir. Sur l'énergie, dans cette certification, c'est uniquement 47% des demandes. Donc de certification de la performance énergétique, ça veut dire que beaucoup de réhabilitations engagées, en tout cas sur ce sujet, pour elles, pour ces réhabilitations, l'enjeu énergie n'était pas l'enjeu essentiel. Je pense que dans le temps, les choses vont évoluer rapidement, mais en tout cas, c'était le cas. En revanche, l'équipement du logement et donc le bénéfice direct pour l'occupant, 67%. Donc là, on est sur un sujet essentiel. Partie commune un peu moins, 27%. Et le clos couvert, 82%. Assez logiquement, et c'est ce qui d'ailleurs souvent est à l'origine des rénovations plutôt par nécessité compte tenu de l'âge des bâtiments. Et le critère sécurité incendie dont je vous parlais tout à l'heure, 49%. Donc là on voit que c'est une préoccupation importante du propriétaire bailleur par rapport au risque qu'il encourt le cas échéant, ou qu'il fait encourir à ses locataires. Sur la certification environnementale, donc, quand les curseurs sont à 100%, c'est que le thème est obligatoire, donc là la question ne se pose pas. On voit forcément que là, les curseurs vont plus loin, puisqu'on est sur des certifications qui sont plus fortes, plus ambitieuses hein, en termes techniques. Donc quelques critères comme l'accessibilité, la qualité sanitaire apparaissent, mais dans des proportions encore limitées. L'acoustique toujours à un niveau très très faible. Alors sur l'énergie, qu'est-ce qu'on a observé donc sur un échantillon là de 71 entités thermiquement homogènes pour le avant travaux. Donc les deux tableaux ne sont pas forcément tout à fait cohérents. Ce qui représente 5962 logements et 193 bâtiments collectifs. Et pour les valeurs après travaux, puisque là il s'agit de comparer le avant-après, 72 bâtiments, 72 entités thermiquement homogènes représentant 197 bâtiments et 6100 logements. Eh bien on voit que, pour faire simple, que sur la partie énergie, l'amélioration moyenne est de l'ordre de 49%. On passe de 342 kWh par an par mètre carré en moyenne à 176. Sur les émissions de gaz à effet de serre, on passe de 81
à 37 kg de CO2 par mètre carré et par an. Donc, grosso modo, on monte de 2 crans sur l'échelle de performance énergétique. Et quand on rentre un peu dans le détail par rapport à ça, alors on a fait une analyse en fonction de l'âge du bâtiment, parce que ça nous paraissait quand même intéressant de détailler un peu les résultats bruts. Donc le camembert là, qui apparaît, la grande partie bleue en bas, ce sont des bâtiments 60-74, donc c'est le corps essentiel de ce qui est entré dans nos certifications. En gris, en haut à gauche, on est dans les années 75-87. Donc là, une partie plus récente qui était déjà soumise à la première réglementation a fortiori thermique. Et puis en rose, en haut à droite, les 11%, on est sur les années 48-59, donc juste avant. Alors, le tableau, pas forcément très lisible, je vais vous passer tout de suite le diagramme. Là, on est sur 48 000 logements en termes d'échantillonnage, 1350 bâtiments et 1000 maisons, donc essentiellement du collectif toujours. Donc là, vous avez sur la partie énergie, donc de gauche à droite, à chaque fois donc le niveau de performance avant et après, donc en fonction des grandes catégories. Donc il y a un seul échantillon, donc avant le XVIIIe siècle, donc c'est pas forcément très parlant. Si on regarde, si je vais complètement à droite, dans la tranche 88-2000, l'amélioration est de 24%, dans la tranche 75-87, elle est de 30%, dans la tranche 60-74, elle est de 40%. Voilà, l'amélioration la plus sensible, elle se fait par rapport à l'échantillonnage, finalement, dans l'après-guerre ou dans l'avant-guerre. Donc ça, c'est pour l'énergie. Pour les émissions de gaz à effet de serre, on est assez logiquement dans une courbe qui est très voisine. Donc voilà pour ce constat sur les améliorations. Deuxième ou énième constat ensuite sur cette fois-ci le type d'énergie utilisé sur ces bâtiments. Donc là aussi sur les quatre pavés que vous avez, donc de gauche à droite, nous sommes sur le chauffage uniquement avant travaux, après travaux. Et sur la droite, c'est l'eau chaude avant travaux, après travaux. Donc on est sur du logement social, donc c'est pour ça que le violet qui est tout en haut, c'est du réseau de chaleur, donc c'est 38% des cas. On est sur du gaz aussi majoritairement, 53-56%, c'est pour ça que les chiffres en CO2 sont assez élevés. Donc voilà pour l'énergie, les proportions restent les mêmes, il n'y a pas de changement fondamental, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, encore une fois. Et puis sur la partie eau chaude, forcément la partie électrique est un peu plus forte. Ça représente 12% des volumes. Voilà, alors il reste encore 10 minutes. Très bien. Alors, pour finir, quelques cas concrets. Donc là, c'est du concret. Alors, encore une fois, vous avez peut-être trouvé que ce n'est pas forcément des réhabilitations très performantes, mais on est sur... Alors là, elles vont venir chronologiquement dans le temps, donc ça fait partie... C'est une des premières opérations certifiées. Donc ça veut dire qu'elle a été souvent conçue, imaginée plutôt en 2004, 2003, 2004, dans ces eaux-là. Donc vous aurez toujours la même présentation, donc la nature, la certification, donc là on est patrimoine habitat, c'est plutôt la certification basique. Les thèmes, donc les thèmes certifiés, donc c'est ceux pour lesquels on est allé chercher une note supérieure, donc il y a un niveau de performance supérieur. Et je rappelle que sur l'ensemble des thèmes, il y a des minima à satisfaire.
Et puis un focus sur l'énergie avec le niveau atteint en performance par rapport à ce qu'il était avant. Donc là, on atteint 187 kWh par an par mètre carré. On était avant à 420 kWh par an par mètre carré. De mémoire sur celle-ci, on est sur des coûts qui sont de l'ordre de 20 000 euros au logement. Alors, je vous décris brièvement les caractéristiques techniques qui ont été mises en œuvre pour atteindre ces résultats. Isolation thermique par extérieur des façades. On est en polystyrène de 8 d'épaisseur avec un revêtement plastique épais. On est en menuiserie PVC double vitrage, un 4-12-4, donc qui n'est pas forcément plutôt assez basique. Hein. Occultation systématique par volet roulant. Bon, l'ensemble des garde-corps extérieurs a été rénové, donc une partie importante de leur rénovation n'est pas qu'énergétique, hein, c'est clair. Les parties communes sont rénovées, la sécurité a été revue avec mise en place de désenfumage, gain technique, recoupement porte-feu, etc. Remplacement des portes palières avec des serrures 3 points, réfection complète de l'installation électrique, installation d'une VMC, et on est en chauffage individuel, gaz, et puis également isolation des planchers bas, des sous-sols. On va dire que c'est une rénovation somme toute assez classique, hein. Il n'y a pas d'éléments exceptionnels. On voit qu'on arrive à des niveaux de performance qui sont ce qu'ils sont, quoi, 187. On est par exemple dans les labels HPE dont je parlais tout à l'heure en rénovation, hein. Donc sans effort particulier, avec un bâtiment qui était assez ancien, mais bon, dont vous voyez, l'architecture est assez compacte quand même. Il n'y a pas de... Bon, c'est un bâtiment, voilà, c'est une barre assez basique. Là, on est alors en acquisition amélioration. Donc vous voyez, là, beaucoup plus de thèmes sont couverts du coup, parce que acquisition amélioration, ça veut dire que dans tous les cas, le bâtiment a pu être rénové entièrement on n'est pas en site occupé à coup sûr, je pense suffisamment non plus. On atteint un niveau de performance énergétique qui est sensiblement le même. Et là, si on regarde les caractéristiques thermiques qui sont celles qui vous intéressent plutôt, on est aussi en double vitrage en 4-12-4, occultation systématique, chauffage individuel gaz, micro-accumulation, chaude, voilà, rien d'autre particulier à dire sur les aspects thermiques. Donc on a atteint là aussi un niveau de performance qui est, on est où dans le 78, donc on est dans les niveaux du label HPE rénovation dont je parlais tout à l'heure. Là, on est toujours en Île-de-France, donc certification environnementale. Donc on va globalement plus loin. Niveau de performance énergétique, c'est toujours le même, là, grosso modo, 185 kWh par an par mètre carré. Alors, en revanche, réhabilitation en milieu occupé, donc forcément, ça c'est un des sujets de la réhabilitation, hein, c'est que dans beaucoup de cas, on sera en site occupé, donc c'est forcément très contraignant. Là, on est sur une opération de grande ampleur où, pour ce qui est des façades, donc on est environnemental au sens large du terme, donc il y a des aspects relatifs à la récupération d'eau de pluie notamment. Donc sur les façades, l'enveloppe a été... c'est écrit tellement petit que moi j'arrive pas à le lire. Isolation thermique par extérieur, bardage stratifié, dalles de pierre granitée avec laine de chanvre, le cas échéant. Voilà, c'est un des éléments essentiels. Et je me souviens par rapport à cette première opération, d'ailleurs certifiée en habitat environnement, que le maître d'ouvrage Immobilier 3F, qui est un des principaux bailleurs français, c'est un patrimoine de 50 000 logements, je crois. En tout cas, et c'est un des intérêts aussi de la rénovation, de la réhabilitation. On a là des bâtiments qui vont... enfin, en tout cas, sur la qualité des logements, la qualité des cellules, on a des logements qui sont très agréables à vivre. Et clairement, l'architecte avait plaisir à exploiter et à rénover un tel bâtiment, puisqu'aujourd'hui, quand on construit dans le neuf, on ne fait plus des cellules aussi grandes et aussi agréables à vivre.
d'autant qu'il y a d'autres réglementations qui s'imposent, qui sont très pénalisantes par rapport à ça. Tout ça s'ajoutant aux enjeux énergétiques. Donc voilà pour cet exemple. Alors, j'ai pas parlé de prix tout à l'heure, excusez-moi, j'ai sauté. Sur celui-ci, en acquisition-amélioration, de mémoire, on était à 40 000 euros au logement. Et celui-ci, de mémoire, on était à 30 000 euros. Pardon? Un F4 moyen, c'est quoi? Waouh! Alors là, c'est la colle. Hein, 85. Alors attention, c'est un bâtiment qui a une vingtaine d'années. C'était peut-être un peu plus grand à l'époque. 90. Ouais, moi je pense que c'était plus grand à l'époque. Oui, pardon. Oui. Votre, parce que là, sur le précédent, par exemple, les 185 km par mètre carré par an, c'est calculé, C'est calculé. C'est calculé. C'est calculé. D'accord. Et on ne sait pas si la performance est bien. Aujourd'hui, c'est une bonne question. Mais que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, alors a fortiori dans l'ancien, mais dans le neuf non plus, aujourd'hui, on ne sait pas. On commence à instrumenter. Quand je dis on ne sait pas, c'est entre le calcul, on est dans du calcul conventionnel. Donc la part de comportement aujourd'hui est essentielle. Donc, autant dans le tertiaire, par exemple, on est capable de maîtriser le comportement, entre guillemets, de l'occupant, autant dans le logement, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et donc, faire une mesure cohérente des consommations pour les comparer à un calcul conventionnel, c'est aujourd'hui très difficile, au moins il est très difficile d'en tirer forcément des conclusions pertinentes. Sauf à s'assurer que le comportement des occupants va être comparable aux règles conventionnelles qui ont permis de faire le calcul, c'est-à-dire 19 degrés, c'est-à-dire 16 degrés la nuit dans les chambres, c'est-à-dire une semaine d'absence, pas ouvrir les fenêtres, etc., etc. Du moins, voilà. Et c'est un sujet essentiel. Donc nous commençons à instrumenter aujourd'hui des logements qui sont certifiés pour observer et voir ce qui se passe en pratique. Mais c'est ce qui fait que d'ailleurs certaines opérations certifiées ou pas d'ailleurs, hein, mais les occupants sont parfois étonnés des niveaux de consommation qu'ils ont par rapport à ce qu'ils imaginaient. Bon, vous avez des problèmes de vol de chaleur entre logements. Enfin, c'est un sujet. La partie pratique et réelle, on va dire, est peut-être très éloignée de la partie théorique, ce qui, je le conçois, n'est pas très satisfaisant. Vous avez des premiers retours d'expérience là-dessus chez certains Vous dites que vous en avez instrumenté combien? Non, on commence à instrumenter. Donc vous n'avez pas encore d'estimation de retour d'expérience? Non. Oui, non, mais vous souriez, vous avez raison de sourire. Parce qu'à mon avis, on va être très surpris. Ah, mais on va être très surpris. Mais on a des éléments qualitatifs parce qu'on a des retours qualitatifs par des occupants de logements certifiés dans certains cas. Mais bon, si vous voulez, pour certains, il faut être à 24 degrés dans son logement pour certains occupants, selon l'âge de la personne. Bon, voilà, c'est. Donc, c'est pour pouvoir avoir quelque chose de scientifiquement exploitable, c'est pas forcément si simple, donc il faut le faire de façon méthodique. Et donc, on commence à le faire aujourd'hui. On dispose de moyens aussi de mesure qui sont de plus en plus performants. Et puis l'enjeu est tel que de toute façon, il va y avoir une pression populaire, entre guillemets, pour que les niveaux annoncés soient atteints et soient respectés. Donc j'ai aucun doute sur le fait que tout ça va pouvoir s'observer et qu'on en tirera les... On est parti de combien là pour arriver à 185? On était à 325.
Calculé. Calculé. Même méthode. Oui, donc c'est directement comparable. Hein. Parce que l'isolation extérieure, je ne sais pas combien elle est, l'autre avec les 10 cm, je sais pas. Là, je n'ai pas la valeur, je ne peux pas vous dire. C'est pas extraordinaire. Non. On est là sur des sujets, on est sur des sujets qui sont antérieurs, hein, au Grenelle de l'environnement et au choc énergétique. Voilà, ça a été conçu bien avant. Hein. Bon, donc il faut qu'on. Je vous dis aujourd'hui sur les opérations qu'on a en certification, je vais vous donner l'exemple de cette première semaine de janvier. 90% des demandes sont au niveau bâtiment basse consommation. Donc c'est clair que bon, on ne va pas du tout avoir les mêmes résultats que ce qu'on a là tout de suite. Hein. Donc là, ça c'est une première opération qui est certifiée alors avec l'option Effinergie Rénovation Opération Pilote, puisque le label officiellement n'existait pas à l'époque. Donc on est à 64 kWh par an par mètre carré. Je n'ai pas le niveau d'origine, donc je ne peux pas vous le donner. C'est tout récent, hein, donc on fait ça un peu vite. Donc on est là, c'est quand même une rénovation globale. Hein, remise au niveau de la sécurité incendie. Bon, ceci dit, on n'est pas sur la typologie des bâtiments, c'est quelque chose d'assez classique. L'isolation intérieure des murs en laine minérale, 300 mm de laine dans les parties hautes. On est en 4-16-4 pour le vitrage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? VMC double flux. C'est une chaudière en collectif, une chaudière collective. On est en solaire pour l'eau chaude sanitaire, avec un point par la chaudière collective. Voilà, donc là il y a du solaire. Ça va simplement permettre de passer à ce niveau-là. Et là, j'ai pas non plus je ne peux pas vous donner les éléments financiers que je n'ai pas. Oui, pardon.